Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 22e semaine de 2025, la vie de l'Union revient sur le revirement de Donald Trump sur les droits de douane, sur l'enquête du DSA à l'encontre des sites pour adultes, l'adoption du programme SAFE et sur la mobilisation des États membres pour que la Pride de Budapest ait lieu. Dans le club des 27, l'Allemagne lève les restrictions sur les armes qu'elle a transférées à l'Ukraine et signe un accord de coopération militaro-industrielle avec l'Ukraine. La Pologne vit une dernière semaine de campagne sous tension et la droite à nouveau au pouvoir au Portugal. Et chez nos chers voisins, la parade du Liverpool FC gâchée par une voiture bélier, la Russie continue de mener tout le monde en bateau avec les négociations de paix et la Géorgie sape toujours un peu plus l'état de droit. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. International, Donald Trump suspend les 50% de droits de douane. Vendredi 23 mai, Donald Trump faisait l'annonce tonitruante de droits de douane réciproques à l'égard de l'Union européenne de 50%. Il tente de forcer la main de l'UE en mettant la pression avec les droits de douane. Mais il a suffi de 2 jours pour qu'il revienne sur sa décision. Il suspend à nouveau les droits de douane jusqu'au 9 juillet. Ce revirement fait suite à un appel d'Ursula von der Leyen qui entend bien poursuivre les négociations avec l'administration états-unienne. Le 9 juillet, c'est la date butoir qui a été fixée lors de l'annonce de la première suspension des droits de douane dits réciproques, droits de douane que Donald Trump qualifie de droits de rééquilibrage. Pour l'instant, la Commission européenne retient ses coups. Elle a déjà constitué une liste de produits sous sanction qui pourrait coûter 116 milliards d'euros aux États-Unis. Mais pour l'instant, la stratégie est d'éviter l'escalade, comme ça a été le cas avec la Chine et des droits de douane qui ont atteint plus de 100% avant que les deux pays ne cessent les hostilités. Malgré tout, les États-Unis continuent d'imposer 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles européennes. Les États-Unis veulent remettre sur la table les normes européennes, que ce soit dans le domaine fiscal, de la consommation, dans le numérique ou dans les normes sanitaires, que les États-Unis jugent trop restrictives et punissent les entreprises américaines. L'accord que les États-Unis ont passé avec le Royaume-Uni n'a pas mis fin aux droits de douane de rééquilibrage. Le Royaume-Uni doit encore s'acquitter de 10% de droits de douane malgré un accord commercial signé entre les deux pays. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont prévu de se rencontrer dans les prochaines semaines pour discuter. Le commissaire au commerce, Maroš Šefčovič, continue ses discussions avec son homologue Howard Lutnick. Mais mercredi, un tribunal américain a statué sur l'illégalité d'une partie des droits de douane, jugeant qu'il ne revenait pas au président de fixer les droits de douane, mais au Congrès. La Cour estime que les déficits commerciaux ne sont pas des urgences économiques. La loi sur le pouvoir économique d'urgence n'était donc pas la bonne base juridique pour imposer des droits de douane. La Cour précise sa position en disant que les droits de douane ne peuvent pas être utilisés comme une arme de rétorsion dans ce cas. Ce sont donc les droits de douane réciproques qui sont visés. Les autres droits de douane qui s'appliquent secteur par secteur, eux, relèvent de la loi sur la sécurité nationale et n'ont pas été invalidés. La Commission européenne ne veut pas réagir à cet événement juridique. Elle temporise et attend la fin de la procédure juridique pour réagir. Le fait que la Cour suprême soit à majorité républicaine pourrait bien donner raison à Donald Trump. Résultat dans quelques mois. Numérique. 4 sites pour adultes dans le viseur du DSA. Mardi 27 mai, la Commission européenne a annoncé lancer une enquête dans le cadre du règlement européen sur les services numériques à l'encontre de Pornhub, de StripChat, de XNXX et de Xvideo. La Commission européenne reproche à ces 4 sites de ne pas garantir la protection des mineurs en ne mettant qu'une simple déclaration sur l'honneur d'avoir atteint la majorité qui est franchie en un seul clic.
L'exécutif européen juge le dispositif insuffisant et les 4 plateformes, considérées comme très grandes plateformes en ligne, ont l'obligation de mettre en place des systèmes pour lutter contre des risques systémiques. Et la Commission reproche aux mêmes plateformes de n'avoir fait aucune proposition d'amélioration. Si la procédure devait aller à son terme, les plateformes pourraient recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. En France, d'après l'Arcom, ce sont 40% des enfants qui ont accès à du contenu pornographique chaque mois. La Commission européenne promet depuis la conception du DSA de mettre en place un portefeuille numérique, un portefeuille qui pourrait être utilisé pour accéder plus facilement aux services numériques en utilisant des papiers d'identité numériques. Ce portefeuille numérique pourrait être utilisé pour authentifier son âge sur les sites pour adultes. C'est en tout cas la piste privilégiée par la Commission. Les sites pour adultes n'auraient accès qu'à la date de naissance de l'utilisateur. Ce dispositif devrait voir le jour vers fin 2026. La Commission devrait présenter le projet pilote d'ici à fin juillet. Pour les sites pour adultes qui font moins de trafic, la Commission compte sur la vigilance des États membres pour faire appliquer le droit européen. En parallèle, l'exécutif européen s'entretient avec plusieurs pays, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Danemark, afin de réfléchir à la mise en place d'une majorité numérique. En Australie, cette majorité numérique empêche les moins de 18 ans d'accéder aux réseaux sociaux. La France réfléchit à fixer cette majorité à 15 ans. Sur la majorité numérique, l'exécutif européen déclare qu'il n'a pas la compétence pour le mettre en place, mais que si les États membres décident de l'appliquer, elle jouera son rôle de coordinatrice pour harmoniser les systèmes d'un pays à l'autre. Défense, les États membres valident le programme SAFE. Mardi 27 mai, les États membres étaient réunis en formation Affaires étrangères au sein du Conseil pour donner leur verdict au Security Action for Europe, le programme d'achat conjoint de la Commission européenne qui rentre dans le cadre du plan ReArm Europe. Un dispositif qui sera financé par la dette contractée par la Commission européenne à hauteur de 150 milliards d'euros sur les marchés financiers. Pour participer à l'achat conjoint, il faut un minimum de 3 pays pour soumettre des projets éligibles. Les dispositifs dont les pays pourront faire l'acquisition seront les munitions, les missiles, les drones militaires ou les équipements de guerre électronique. Le programme fonctionnera en 2 temps, d'abord les prêts pour des projets d'urgence, puis les aspects industriels qui passeront par une procédure législative ordinaire. Le Royaume-Uni et la Norvège pourraient être intégrés dans le programme SAFE. Le Parlement européen a vivement critiqué la méthode de la Commission européenne qui a activé l'article 122 TFUE pour court-circuiter le Parlement européen. Le projet étant désormais adopté, le Parlement européen a 2 mois pour faire un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Une procédure qui pourrait prendre 2 ans avant de parvenir à sa conclusion. Les États membres ont, eux, 6 mois pour déposer leur projet d'achat conjoint, pour identifier les partenaires industriels et soumettre leur candidature à la Commission. Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a déclaré que les dossiers devront être finalisés en novembre. L'accord de défense passé entre UE et Royaume-Uni devrait permettre à nos amis d'outre-Manche de pouvoir déposer leur candidature. Les projets seront soumis au Conseil après examen de la Commission et devront être approuvés d'ici au 30 juin 2027. Les prêts seront étalés sur une durée de 45 ans. Une fois le projet validé, les États membres pourront demander le paiement. L'ensemble des prêts devront être distribués d'ici au 30 décembre 2030. Le but du programme est aussi d'encourager l'industrie de défense européenne à passer un cap. 65% du matériel acheté devra être produit en Europe. L'objectif est aussi d'éviter un contrôle externe des dispositifs, comme on peut l'observer sur les F-16 et les F-35, leur logiciel étant intégralement géré
par les États-Unis et pouvant ainsi être rendu inopérant à chaque instant. Une agence sera chargée de contrôler la présence du contrôle à distance. Droits fondamentaux. Les États membres et les eurodéputés vont debout contre l'interdiction de la Pride à Budapest. Au début de la semaine, plusieurs États membres ont relancé l'initiative de signer une déclaration condamnant la Hongrie concernant l'interdiction de la Pride à Budapest, qui doit avoir lieu le 28 juin. Dans cette déclaration, les États membres, sous l'impulsion des Pays-Bas, demandent à ce que la Commission utilise tous les instruments juridiques en sa possession pour garantir la tenue de la Pride dans la capitale hongroise. Pour rappel, le gouvernement hongrois a adopté une série de lois pour faire interdire toute manifestation allant à l'encontre des valeurs familiales et permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les participants. Les États membres s'inquiètent des menaces pour les libertés individuelles, la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique et le droit à la vie privée. La Hongrie était d'ailleurs le principal point à l'ordre du jour de la réunion en formation Affaires générales du Conseil, et notamment la poursuite de la procédure d'infraction engagée en 2018. Lundi 26 avril, 14 États membres avaient signé la déclaration, un chiffre qui est passé à 17 lundi 27 mai, puis à 20 jeudi 29 mai. L'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne se sont abstenus. La proactivité des États membres contraste avec le silence de la Commission. Pire, le cabinet d'Ursula von der Leyen a fait passer le message auprès de ses commissaires de ne pas aller à la Pride de Budapest pour éviter d'irriter Viktor Orban et de renforcer son discours de guerre entre Budapest et Bruxelles. Une posture considérée comme un aveu de faiblesse par plusieurs eurodéputés. Mais on peut aussi comprendre la Commission qui sait qu'elle a besoin de la Hongrie pour faire passer des textes sur l'aide à l'Ukraine ou les sanctions à la Russie, les sujets sur les affaires étrangères étant toujours soumis à l'unanimité des États membres. 26 députés européens issus de plusieurs groupes ont demandé le gel de tous les fonds européens destinés à la Hongrie. Le commissaire à la justice, Michael McGrath, a menacé la Hongrie d'une action devant la CJUE si elle ne retirait pas sa loi sur la transparence de la vie publique, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la loi sur les agents de l'étranger russes. Il menace même de prendre des mesures d'exécution provisoire pour faire suspendre l'application de la loi. 10 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie sont toujours gelés par la Commission pour non-respect de l'état de droit. L'article 7 TUE reste toujours une menace, mais le fait que la Slovaquie dispose d'un gouvernement ami de Viktor Orban rend l'unanimité inatteignable pour le moment et le dispositif de suspension du droit de vote au Conseil inopérant. Les autres États membres expriment de plus en plus ouvertement leur ras-le-bol d'être manipulés et bloqués par un nain politique et économique comme la Hongrie. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, débridage des missiles en Ukraine et accord sur une production conjointe de missiles de longue portée. C'est certainement la première décision phare qui devrait rompre l'isolement de l'Allemagne sur le dossier ukrainien. Lundi 26 mai, le chancelier Friedrich Merz annonce dans une interview à la chaîne WDR qu'il lève toutes les restrictions de portée sur les dispositifs allemands envoyés en Ukraine. Pour le moment, cela ne concerne que les obusiers Panzerhaubitze 2000 et les lance-roquettes multiples Mars 2. Deux dispositifs dont la portée va un peu au-delà des 70 km. Une telle déclaration suscitait l'espoir de livraison des Taurus, des missiles de croisière d'une portée de 500 km. Mais dans le cadre du contrat de coalition avec le SPD, il reste improbable que l'Allemagne ne livre de tels missiles. Mais ne pas les livrer ne veut pas dire que l'Allemagne ne va pas chercher de voies détournées pour que l'Ukraine puisse se doter de tels missiles. Friedrich Merz réaffirme la nouvelle doctrine de l'Allemagne. L'Allemagne ne communiquera plus ouvertement sur l'envoi de matériel destiné à l'Ukraine pour éviter que la Russie
ne puisse s'adapter avant même la réception des dispositifs. Friedrich Merz a profité de la venue de Volodymyr Zelensky les mercredis 28 et jeudi 29 mai à Berlin pour annoncer un accord de coopération pour la conception de missiles de longue portée sur le sol ukrainien. L'Allemagne va donc inciter son industrie à concevoir avec ses partenaires ukrainiens des missiles équivalents aux Taurus. En parallèle, l'Allemagne dit souhaiter financer une partie de la production d'armes et espère que les premières armes seront opérationnelles dans les prochaines semaines. Une aide de 5 milliards d'euros a été promise et déjà budgétée qui devra servir à l'utilisation de Starlink. Volodymyr Zelensky estime qu'il faudrait 30 milliards d'euros pour pouvoir assumer une production à pleine capacité et rendre l'Ukraine capable de rivaliser avec l'arsenal russe. Dans le discours, le chancelier réaffirme la position de l'Allemagne en indiquant qu'il ne croit pas du tout à la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à cette guerre et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la remise en route de Nord Stream 2, un consortium russe souhaitant racheter Nord Stream 2 et le relancer. Pologne, une dernière semaine de campagne très tendue. Le premier tour, le 18 mai, avait accouché d'un résultat plus serré qu'envisagé, avec le maire de Varsovie et candidat pour la coalition civique de Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, en tête avec 31,3%, et le candidat du PIS, Karol Nawrocki, à 29,5%. Le duopole KO-PIS reste très structurant dans la vie politique polonaise, mais le parti libertarien Konfederacja, représenté par Sławomir Mencen, a récolté 15% des voix. De quoi faire basculer le scrutin d'un côté comme de l'autre. Aussi, KO et PIS semblent rassembler de moins en moins les électeurs fatigués de cette rivalité. Officiellement, Mencen n'a pas donné de consigne de vote, mais pendant l'avant-dernière semaine de campagne, il a reçu les deux candidats en lice pour le second tour sur sa chaîne YouTube Mencen Grills. Suite à son interview avec Rafał Trzaskowski, il aurait été aperçu en train de boire une bière avec le candidat du KO et le ministre des Affaires étrangères Radosław Sikorski. Si ce moment de partage a pu bénéficier à Trzaskowski, démontrant une certaine capacité à parler avec tout le monde, les supporters de Mencen l'ont beaucoup moins apprécié. Vendredi 23 mai avait lieu le dernier débat sur la chaîne publique TVP. Et un geste de la part de Karol Nawrocki a fait l'objet de nombreuses spéculations. On le voit porter sa main gauche sous son nez et sa main droite porter quelque chose à son visage. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont vu dans ce geste une prise de cocaïne. Son équipe de campagne a déclaré que c'était du snus, un sachet de tabac, pourtant interdit en Pologne. Karol Nawrocki a précisé que c'était un sachet nicotinique. Il s'est soumis à un test antidrogue pour prouver sa bonne foi. Dimanche 25 mai, les deux camps ont mobilisé leurs supporters à Varsovie. Côté Trzaskowski, 150 personnes se sont rendues à son rassemblement. C'est beaucoup plus que pour Nawrocki, qui semble n'avoir attiré que 50 000 personnes. Lundi 26, c'est le média honnête.pl qui révélait que Karol Nawrocki avait introduit des prostituées dans un hôtel où il était garde de nuit du côté de Gdansk dans les années 2000. Karol Nawrocki a réfuté et a menacé de déposer plainte pour diffamation. Une accusation qui s'ajoute aux accusations de transactions immobilières suspectes, ses liens avec la pègre de Gdansk et sa participation à des rixes entre hooligans. Malgré tout, cette dernière semaine de campagne est restée tout aussi agitée que le reste. Lors d'une conférence d'action politique conservatrice, la CIPAC, le mouvement conservateur international, mardi 27 à Rzeszów, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré son soutien à Nawrocki au nom de l'administration Trump. Initialement, c'était J.D. Vance qui devait s'y rendre. Fait inquiétant, Kristi Noem semble avoir annoncé que l'administration américaine conditionnerait la présence militaire et l'aide matérielle américaine aux résultats de la présidentielle.
Le parapluie nucléaire américain reste un important marqueur de la politique polonaise. Mardi 27, la chaîne conservatrice TV Republika avait convié les deux candidats pour un ultime débat. Rafał Trzaskowski, comme en 2020, n'a pas souhaité s'y rendre, s'estimant calomnié par la chaîne. Un débat qui n'a été en fait qu'un monologue de Nawrocki découpé en plusieurs parties. À l'heure où sera diffusé le podcast, les résultats seront certainement connus. Mais au moment où je vous parle, il y a encore beaucoup d'incertitudes. La société polonaise semble se libéraliser et semble plus ouverte aux questions de société, comme l'avortement ou l'union civile entre personnes de même sexe, et soutiendrait de plus en plus la sécularisation de la vie politique. Mais dans le même temps, l'extrême droite représente plus de 50% du poids politique après le premier tour et fait de la sécurité et de l'immigration un thème central. Reste à savoir qui aura su motiver les personnes qui n'avaient pas voté au premier tour. Portugal, Luís Montenegro, à nouveau Premier ministre, Chega en embuscade. L'élection a eu lieu le 18 mai, mais il fallait encore procéder au décompte des voix dans les circonscriptions de l'étranger. Jeudi 29 mai, c'était l'heure des résultats définitifs. L'Alliance démocratique du centre-droit, portée par le Premier ministre sortant Luís Montenegro, ressort en tête avec 31,79% des voix, très loin de la majorité absolue. Il récupère 91 sièges, dont 2 à l'étranger. Mais la surprise, c'est la présence du parti d'extrême droite Chega en deuxième position, avec 22,76% des voix et 60 sièges, dont 2 à l'étranger, qui le font passer deuxième. Le Parti socialiste portugais n'arrive qu'en troisième position, avec 22,83% des voix et 58% des sièges. Luís Montenegro n'a pas souffert des soupçons de conflit d'intérêts concernant son cabinet d'avocats. Mais comme lors du précédent mandat, il devra gouverner avec un exécutif minoritaire et devra négocier le soutien de ses adversaires, texte par texte, à la Chambre des députés. Le leader du Parti socialiste portugais, Pedro Nuno Santos, a démissionné du poste de secrétaire général. José Luís Carneiro assure l'intérim et devrait vraisemblablement être élu à la tête du PSP lors du congrès extraordinaire fin juin. Jeudi 29 mai, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, recevait les représentants des trois partis. Dans la soirée, Luís Montenegro était officiellement investi Premier ministre par le président de la République. André Ventura, le leader de Chega, a déclaré qu'il voulait exercer une opposition responsable. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni, le titre du Liverpool FC gâché par une voiture bélier. Le Liverpool Football Club a été officiellement couronné champion d'Angleterre de football pour la 20e fois de son histoire le dimanche 25 mai à l'issue de la dernière journée de championnat face au club londonien de Crystal Palace, lui couronné vainqueur de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, face à l'ogre Manchester City, une semaine plus tôt à Wembley. Lundi 26 mai, la ville de Liverpool avait prévu une parade pour fêter le nouveau champion d'Angleterre tout l'après-midi. Mais vers 17h, une voiture se retrouve au milieu de la foule et percute plusieurs dizaines de personnes. Des supporters tentent d'arrêter le véhicule et en cassent les vitres. La police s'interpose pour éviter le lynchage. Le premier bilan faisait état de 27 personnes hospitalisées. Un bilan qui est monté jusqu'à 79 blessés et 50 hospitalisés. Plus de peur que de mal, aucune des victimes n'a vu son pronostic vital engagé. Paul Doyle, 53 ans, ancien de la marine militaire, a été interpellé et placé en garde à vue, puis inculpé lors de son passage au tribunal pour tentative de meurtre et conduite sous emprise de drogue. Entouré par la foule qui s'exaspérait de la présence du véhicule, il aurait paniqué. Il avait suivi une ambulance qui venait au secours d'un supporter en détresse cardiaque lors de la parade. Lors des audiences devant la cour, il est resté tête baissée. Son procès est prévu pour le 24 novembre.
Il devra d'abord passer une audience au mois d'août où il devra plaider ou non coupable. Ukraine, le jeu de dupes de la Russie continue. Le week-end du dimanche 25 mai, la Russie a multiplié les attaques envers l'Ukraine, le pays tout entier étant en alerte bombardement. Le président américain Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine de complètement fou. Ce sont 367 projectiles qui se sont abattus sur l'Ukraine, faisant 13 morts. Vendredi 23 mai, 250 drones s'étaient déjà abattus sur le pays. Face à la multiplication des bombardements, Volodymyr Zelensky exhorte les États-Unis et l'Europe à prendre position en disant que leur silence ne ferait qu'encourager Vladimir Poutine dans son entreprise de destruction. Il demande expressément à l'OTAN de l'inviter à son sommet qui se tiendra fin juin. Une déclaration qui n'a pas plu à Donald Trump, qui accuse Volodymyr Zelensky de jeter de l'huile sur le feu. Mercredi 28 mai, la Russie tente de redonner l'impression de vouloir la paix en proposant de nouvelles négociations à Istanbul le 2 juin. Volodymyr Zelensky a répondu qu'il souhaitait avoir une rencontre tripartite avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Une demande rejetée par la Russie qui prétend vouloir un accord entre conseillers pour pouvoir passer à des discussions entre présidents. L'Ukraine réclame que le mémorandum des conditions de paix russes soit envoyé plusieurs jours en amont pour éviter des discussions infructueuses comme il y a quelques semaines qui n'ont débouché que sur la libération de prisonniers de guerre. Les Nations Unies accusent la Russie de crimes de guerre, notamment dans la ville de Kherson, où les drones ciblent des victimes civiles. D'après une enquête par une agence indépendante de l'ONU, 150 personnes ont été tuées par drone et une centaine d'autres a été blessée. L'objectif revendiqué de la Russie est de provoquer une psychose sur la rive droite de Kherson pour récupérer la ville. Géorgie, l'attaque contre l'opposition et les acteurs de la société civile s'accentue. Le gouvernement géorgien, dominé par le parti Rêve géorgien, continue le démantèlement de l'état de droit en Géorgie. Dernier événement en date, l'arrestation de Nika Melia, ancien leader du mouvement national uni, parti fondé par l'ancien président Mikhail Saakashvili, mais aussi l'un des piliers de la coalition pour le changement, l'alliance des partis d'opposition géorgiens. Il est le deuxième leader politique d'opposition à se faire arrêter en une semaine. Son arrestation a été justifiée par le fait qu'il ne se soit pas présenté à une commission d'enquête parlementaire qui veut faire, je cite, l'inventaire des crimes de l'Ancien Régime, comprenait le mandat de Mikhail Saakashvili qui avait commencé par la Révolution des Roses en 2004. Autre fait marquant de la semaine, la France et la Pologne ont changé leurs consignes à l'égard de leurs voyageurs qui se rendraient en Géorgie. Le gouvernement géorgien a durci la loi sur les agents de l'étranger et s'arroge le droit d'empêcher l'entrée à certains ressortissants étrangers, particulièrement les journalistes, les défenseurs des droits humains, les responsables politiques et les militants de la société civile. Et ce refus peut se faire même si la personne dispose d'un titre de séjour valable. Les deux pays demandent à ce que leurs voyageurs vérifient ce qui pourrait les empêcher d'entrer sur le territoire géorgien avant de partir, notamment s'ils ont participé aux manifestations contre le pouvoir ou ont fait preuve d'activisme à l'encontre du gouvernement sur les réseaux sociaux. Mercredi 28 mai, la Géorgie a refusé l'entrée aux responsables du programme d'élargissement à la délégation de l'UE en Géorgie, Simon Vandenbroek. La Commission européenne a rappelé que la Géorgie enfreignait la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, obligeant le gouvernement géorgien à faire son mea culpa. Les journalistes Jérôme Chaubeau et Clément Girardot se sont vus refuser l'entrée. La défenseuse des droits humains lituanienne Regina Jegorova-Askerova, qui vivait pourtant à Tbilissi depuis 15 ans, n'a pas pu rentrer en Géorgie. Désormais, la loi punit de 5 ans de prison
et de 3 220 € d'amende toute personne considérée comme agent de l'étranger. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 22e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.